moi, je vais partir assez simplement de ce qui est l'objectif, parce que je crois que, évidemment, pour savoir comment on travaille la question des moyens, il faut d'abord savoir quelle école on veut faire. Vous en avez parlé longuement ce matin. Pour ce qui concerne le front de gauche, nous, ce que nous avons envie d'appliquer, c'est une politique nationale de l'éducation dans une logique de service public pour une véritable gratuité, égalité d'accès au savoir sur tout le territoire. Vous l'entendez quand on l'énonce, c'est indiscutablement une grande ambition pour l'école. Ça me paraît extrêmement important de partir de ça. Et pour tout vous dire, j'ai fait, en commençant la mandature, un petit tour dans les lycées, et mon premier souci, ça a été de rencontrer les jeunes et d'être en débat direct avec les jeunes. Eh bien, quand vous parlez d'école de l'égalité, c'est exactement ce que veulent les jeunes dans nos lycées. Et je vais vous dire, à ma grande surprise, de Neuilly-sur-Seine à La Courneuve, en passant par les lycées du cœur de Paris. Donc il y a quand même une idée, une volonté d'égalité extrêmement forte aujourd'hui chez les jeunes. Donc si l'objectif, c'est effectivement la réussite de tous et de toutes, et si on est d'accord pour dire que ça passe par la mixité sociale, ce qui me semble un point extrêmement important, donc aussi par tout un apprentissage du vivre ensemble, on voit bien que derrière ça, il y a un certain nombre de choix politiques, à la fois au niveau national et au niveau plus territorialisé. Et là, on entend bien, hier j'écoutais le président Sarkozy, candidat, et lui, son idée, c'est que 30% des jeunes de quartiers populaires dans les grandes écoles, c'est ça l'objectif. Ou bien des internats d'excellence qui permettent de sortir quelques jeunes de nos quartiers, les plus méritants ou les plus motivés, peu importe, et de les mettre dans des internats d'excellence pour qu'ils réussissent. C'est tout à fait différent de ce que nous souhaitons nous-mêmes, qui est que tous les jeunes puissent réussir et donc accéder à la filière de leur choix et poursuivre des études jusque l'obtention de la qualification la plus haute possible et du meilleur diplôme. Donc ça, si on est sur ces oppositions qui pour moi sont extrêmement importantes, on pose la question de la territorialisation pour moi, dans ce cadre-là, et de la décentralisation. Évidemment, pour moi, j'ai bien entendu les craintes qu'ont exprimées, par exemple, les enseignants en 2003, au moment où ils disaient une même école partout pour tous, parce que quand il y a eu un certain nombre de transferts qui ont été opérés aux collectivités territoriales, il y avait naturellement de l'inquiétude. Et puis, il y a une autre crainte, et pour moi elle est tout à fait légitime, c'est le renforcement des inégalités, puisqu'on sait bien que les ressources, à l'instant, Dominique Voynet vient d'en parler, les ressources sont différentes d'une collectivité à l'autre, et donc, évidemment, ça pose tout de suite la question des péréquations, et donc de l'égalité face à la fiscalité, mais au-delà de ça, il y a aussi les volontés politiques qui sont différentes d'une collectivité à l'autre. Donc le maintien du caractère de service public national permet que partout sur le territoire, on ait les mêmes objectifs. Et puis, puisque là aussi Dominique vient d'en parler, concernant l'externalisation de missions de service public, par exemple, avec la construction par PPP de collèges au niveau de la Seine-Saint-Denis, évidemment, ça nous pose problème. C'est un choix politique, et je pense qu'on ne peut pas ne pas faire le choix et se battre pour ce choix d'une compétence... d'une véritable compétence nationale.
Et de ce point de vue, moi, je pense qu'il y a 3 points qui sont extrêmement importants. Tout ce qui a à voir, effectivement, avec la carte scolaire, la sectorisation. Et là aussi, je pense que la sectorisation telle qu'elle est faite aujourd'hui, la désectorisation plutôt, elle a par exemple des conséquences extrêmement graves. Je vais prendre un exemple. Les formations post-bac en Île-de-France, elles sont essentiellement concentrées sur le cœur de Paris, notamment les classes prépa, par exemple. C'est au cœur de Paris. De l'autre côté du périphérique, donc par exemple ici en Seine-Saint-Denis, on a un certain nombre de BTS, mais on n'en a absolument pas en nombre suffisant. Et en ce qui concerne les classes préparatoires, on est aujourd'hui très désavantagé. Et on a, tout à l'heure, si vous le souhaitez, dans la discussion, on pourra y revenir, les quartiers populaires, les villes populaires ont une concentration en lycée professionnel bien supérieure aux villes de caractère plus, je ne sais pas comment on va dire, plus bourgeoises, mais sans aucune... sans agressivité, je veux dire, où on a plus de couches moyennes et supérieures, ça serait plus sympathique, ou de centre-ville. On a donc là aussi des ségrégations qui font que l'offre de formation n'est pas aujourd'hui la même sur tout le territoire. Et quand on parle de lutte contre les inégalités, ça me paraît un élément extrêmement important. Et je pense qu'au niveau de la région Île-de-France, quand nous avons décidé de créer un observatoire de la réussite scolaire et de la mixité sociale, l'objectif pour moi, c'est de donner à tous les acteurs, les jeunes, les équipes éducatives, les parents, les élus, les éléments pour juger de la réalité et pour pouvoir la transformer, puisque c'est quand même notre objet. Et même sur cette question de la sectorisation, je pense qu'il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait un nouveau travail de critères qui soit proposé à l'État pour fixer des objectifs en fonction de la mixité sociale et scolaire et pour un égal accès des filles et des garçons à l'ensemble des filières. Ça me paraît extrêmement important aujourd'hui. Alors, si on disait vers quoi on veut aller aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les inégalités sont extrêmement importantes et vers quoi on veut aller? Aujourd'hui, si on regarde la question de la décentralisation, on voit bien que des compétences ont été transférées sans qu'on transfère les moyens. Et on s'est arrêté pour bien des questions au milieu du gué, sans tout à fait travailler les questions complètement. Par exemple, je vais donner un exemple tout à fait simple, concernant, normalement, les débats doivent avoir lieu entre l'État et la région sur plein de questions, la maintenance informatique, question absolument pas réglée, bien d'autres, la question de la gratuité des manuels. On change les programmes, mais on ne sait pas comment on fait pour assurer la question de la gratuité. Et un exemple récent que je viens de constater, même l'aide à la demi-pension, les dossiers ne sont plus instruits à l'intérieur d'un certain nombre de lycées, faute de personnel administratif et d'intendance dans les EPLE. Donc on voit bien que la RGPP, elle a des conséquences sur toutes les politiques, y compris sur celles que mettent en place directement les collectivités territoriales. Donc si aujourd'hui on est d'accord pour essayer de réfléchir à l'avenir, je crois que ce qu'on peut se dire, c'est que indiscutablement pour nous, le service public d'éducation relève avant toute chose de la responsabilité de l'État. Et je crois que c'est important de se le dire comme ça. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des politiques d'État qui soient territorialisées. Par exemple, les politiques de ZEP, c'est des politiques d'État territorialisées, on pourra y revenir. Ça me paraît tout à fait intéressant, puisque depuis les années 70, on sait que la massification qui a donc suivi 68 du point de vue de l'éducation, on n'a pas traité la question de la superposition entre les inégalités scolaires, les inégalités sociales et les inégalités territoriales, et qu'on est aujourd'hui face à ces inégalités de manière extrêmement criante, extrêmement forte.
Donc on voit bien que aujourd'hui ce rôle de l'État est capital. Il est capital à la fois pour l'efficacité et l'égalité. Et je crois que dans le cadre de politique de décentralisation, le rôle de l'État reste important, essentiel, en termes de conception des systèmes éducatifs, de l'encadrement et du contrôle des acteurs du système lui-même. Ça me paraît important, c'est un rôle de stratège. C'est lui qui doit prévoir, analyser, concevoir, légiférer et évaluer. Ça me paraît tout à fait important. Et il doit garantir, et c'est là qu'on revient sur notre question de territoire, il doit garantir l'égalité entre les territoires. Ça me paraît très important, à la fois au niveau des régions, mais aussi au niveau des départements. Et à l'intérieur d'une région comme l'Île-de-France, qui est certainement la région la plus riche de France, mais aussi la plus inégalitaire, il y a un gros travail à faire pour garantir l'égalité devant l'éducation sur l'ensemble des territoires. Je crois que c'est un point important. Dernier point que je voudrais... Donc, il faut changer les règles, hein, on sait bien que ça va passer par là. Dernier point qui est pour moi vraiment important, et cette fois-ci, c'est le rôle des élus. Je crois que si on reconnaît pleinement le rôle de l'État, pour autant, les élus ont un rôle extrêmement important. Et pour moi, c'est celui de la démocratie, c'est-à-dire d'organiser la concertation entre les acteurs, de permettre que entre acteurs d'un même territoire culturel, sportif et éducatif, il y ait des liens, mais c'est aussi de permettre qu'il y ait du débat entre jeunes, éducateurs, parents, élus. Je crois que c'est vraiment un point très important. Je crois qu'il faut revenir à ce que l'école soit beaucoup plus au centre de l'ensemble des débats. Et pour que l'école soit au centre des débats, eh bien, je crois que ça s'organise en permettant à chacun et à chacune d'être pleinement acteurs, participants. Et il me semble que ce rôle de démocratie locale est un rôle auquel il convient qu'on s'applique beaucoup plus. C'est un peu ce que j'essaye de faire en Île-de-France, mais je pense qu'on a besoin de développer beaucoup ce rôle pour que tout le monde puisse travailler à garantir l'égalité des jeunes devant l'éducation.